Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de l'ATBVB, l'Association des techniciens de bassin versant breton. Aujourd'hui, nous organisons avec la Chambre d'agriculture de Bretagne un webinaire pour vous présenter l'accompagnement mis en place par la Chambre d'agriculture de Bretagne sur le désherbage mécanique au travers son kit DESMECA. Donc, je vais laisser la parole aux intervenants et je vous souhaite de passer un bon visionnage. Merci. Voilà, donc normalement, vous avez vu sur le PowerPoint. Donc déjà, bonjour à tous. Je vais m'effacer, moi, 5 minutes. Je vais rester en tant qu'animateur et je vais laisser la parole à Philippe Bernard pour commencer la présentation donc, sur l'accompagnement des herbages mécaniques proposé par les chambres d'agriculture déjà depuis 3 ans maintenant. Donc Philippe, je te laisserai te présenter. Tant que j'ai la parole, je la garde juste pour me dire donc moi de me présenter. Pour ceux que je ne connais pas, David Bouvier, donc je suis conseiller agro dans l'équipe système de culture innovant et agriculture biologique, donc basée à Dinan. Et pour un gros tiers de mon activité, je participe à l'accompagnement des agriculteurs au désherbage mécanique. Et je suis entre autres, mais Philippe vous présentera, dans l'équipe de pilotage de l'opération DEMECA pour les chambres d'agriculture. Je te laisse présenter, commencer Philippe. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Philippe Bernard, Chambre d'agriculture. Je suis responsable de l'équipe des conseillers agronomie bassin versant pour la partie est de la Bretagne. Et en même temps, donc, en pilotage du dossier désherbage mécanique sur la Bretagne à la Chambre d'agriculture. Alors, pour commencer cette présentation, une petite diapositive introductive sur le contexte, les enjeux et la place de la Chambre d'agriculture dans ce contexte. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte de séparation de la vente et du conseil. Il y a aussi des obligations réglementaires, certificats, conseil stratégique phyto, ZNT. Il y a des enjeux phyto forts sur de nombreux territoires, plan éco-phyto, des captages prioritaires, des bassins versants, des débats sociétaux importants autour de l'utilisation des phytos, une pression importante des pouvoirs publics, un développement de l'agriculture biologique. La Chambre d'agriculture est impliquée dans le conseil auprès de 40% des agriculteurs et porteurs de projets en bio, et des éléments forts exprimés par nos élus, notamment issus du projet stratégique des chambres d'agriculture. Concernant le champ de l'agronomie et des productions végétales, la Chambre d'agriculture entend s'impliquer fortement dans la réponse aux enjeux liés à l'usage des phytosanitaires, et la CRAP s'attachera à proposer des solutions concrètes pour ne pas utiliser de phytosanitaires lorsque cela est possible techniquement et économiquement. Elle veillera à ce que soient évités les impasses techniques qui feraient prendre un risque économique préjudiciable aux producteurs. Donc, voilà une petite diapo introductive que l'on retrouve après en diapo suivante. Effectivement, c'est que la Chambre d'agriculture est là pour accompagner les transitions agricoles, donc notamment dans ce contexte de séparation de conseil et de la vente au travers des accompagnements certificaux, du conseil stratégique. On agit aussi sur la qualité des milieux, sur le développement de la bio et des techniques de la bio, dont le désherbage mécanique, et on agit aussi sur les cultures pour qu'elles soient plus autonomes, et en même temps sur les ZNT et autres territoires. Donc, nous, cet accompagnement des transitions, on l'envisage forcément sur le terrain, auprès des agriculteurs, mais d'autres partenaires. Notre objectif, c'est d'acquérir des références et de les diffuser. C'est aussi de communiquer, vulgariser. C'est aussi de conseiller les agriculteurs, notamment avant les investissements. Nos accompagnements portent aussi sur de la formation, notamment sur le terrain, et bien sûr d'accompagner sur le terrain les agriculteurs dans l'opération de désherbage mécanique. Donc, le désherbage mécanique, c'est une innovation, enfin, DESMECA est une innovation des chambres d'agriculture de Bretagne. En 2022, 43 collaborateurs étaient investis sur le terrain,
Vous avez une petite photo de la répartition géographique des conseillers. On s'est appuyé aussi sur les résultats de notre station expérimentale de Kerguelen-Ec, qui développe des essais sur la réduction des phytos, sur la bio. Donc, on s'appuie beaucoup sur ces stations-là et en même temps aussi sur le travail qui a pu être réalisé à la station des Cormiers sur le désherbage mécanique, notamment depuis les années 2000. Donc, le désherbage mécanique, eh bien, effectivement, s'adresse à différents publics, à commencer par les agriculteurs, qu'on accompagne tous les ans. On accompagne aussi les chauffeurs de CUMA, d'ETA. Voilà, on forme aussi les techniciens des coopératives et des négoces. Voilà, on intervient aussi, on est pilote aussi au niveau du réseau national de la PCA. Et on intervient aussi dans les centres de formation, suite aux sollicitations de différents intervenants, de différents enseignants. Donc, différents moyens d'intervention, effectivement, c'est le suivi sur le terrain. Donc, voilà, plus de 1000 visites par an. C'est aussi des formations courtes auprès des agriculteurs, des chauffeurs, des techniciens de COP et de négoce. C'est beaucoup de démonstrations au champ, sur l'utilisation du matériel et la vulgarisation des messages techniques. C'est aussi de l'appui et du transfert d'expertise. Voilà, au moyen notamment d'un réseau WhatsApp que l'on anime tout au long de la campagne. Et c'est aussi beaucoup de communication, d'articles, notamment de flash, à destination de l'ensemble des publics concernés. Une particularité aussi donc à la Chambre, c'est que voilà, on intervient bien sûr sur le désherbage mécanique du maïs, mais on a aussi l'ambition, voilà, on intervient aussi sur les céréales, le colza, les légumes, avec cette ambition d'être présent sur l'ensemble des cultures des agriculteurs. Une diapositive pour vous dire un petit peu comment on est structuré, comment on est organisé. Effectivement, on a une équipe de pilotage du projet. Bien sûr, on s'appuie sur nos élus, sur nos responsables professionnels, mais aussi sur une équipe technique avec David Bouvier, Céline Bruzeau, qui est plus en charge de la partie légumes, Didier Debroise, qui s'assure aussi de la compilation de l'ensemble des données de suivi des exploitations, moi-même, et je travaille en collaboration avec Jean-Luc Giteau, qui est responsable de l'équipe Système de culture innovant et agriculture biologique. Donc, cette équipe de pilotage, elle organise, elle planifie la campagne de désherbage mécanique dans le cadre des orientations professionnelles des élus chambres d'agriculture. Donc, ça donne le sens de nos missions. Derrière ça, on s'appuie sur 3 groupes techniques ressources, notamment un en maïs, un autre en céréales, un autre en légumes. Là, notre objectif, c'est de pouvoir construire la boîte à outils et de pouvoir la transférer à l'équipe projet. Et en même temps, dans ces groupes techniques ressources, ce sont aussi des conseillers qui sont sur le terrain en appui à l'ensemble des agents qui conseillent les agriculteurs tout au long de la campagne, soit en binôme, en suivi, ou qui peuvent être aussi en tutorat par rapport à certains collègues. Voilà. Et que derrière ça, on a aussi donc une équipe projet qui rassemble en fait l'ensemble des agents qui interviennent sur le terrain. Donc, ils étaient 43 en 2022. Et eux assurent le suivi des parcelles, assurent la relation avec les agriculteurs, la saisie des données, le conseil, et assurent aussi le lien avec les bassins versants, les financeurs et les différents partenaires. Donc voilà une organisation qui se veut aidante et aussi motivante, qui nous permet de déployer le désherbage mécanique au travers de l'outil DESMECA. Donc là, on pourra aussi c'est la liste de tous les conseillers qui interviennent. Donc on la diffuse tous les ans, voilà, avec leurs coordonnées téléphoniques et mail. Donc c'est aussi une liste qu'on pourra vous diffuser. Donc ils étaient 43 en 2022. Et juste, je me permets, c'est une liste que vous pourrez avoir avec le. Du coup, on l'a intégrée dans le PowerPoint pour que vous puissiez la voir dans la présentation.
Donc, nos ambitions à la Chambre d'agriculture, c'est d'acquérir des références, hein. Donc, une diapositive qui illustre bien notre appui sur la station de Kerguéhennec, hein, puisqu'en fait, cette station conduit différents essais sur la réduction des phytos, sur la bio. Ils ont développé aussi un outil DigiKerg qui permet aussi d'accueillir des groupes avec un fonctionnement au moyen d'une tablette ben voilà, d'aborder des sujets tels que l'agriculture de conservation, la réduction des phytos, le désherbage mécanique. Et aussi, on s'appuie effectivement sur les résultats de la station des Cormiers, hein, qui ont travaillé longtemps et depuis plusieurs années sur le désherbage mécanique. Juste pour aussi revenir sur la station de Kerguéhennec, c'est que c'est un petit peu sur cette station-là qu'on forme aussi les techniciens de COP, mais aussi des agriculteurs, puisqu'en fait, on a toutes les machines de désherbage mécanique. On a aussi voilà, des interventions sur la qualité des semis et la bonne utilisation du semoir. Donc, c'est vraiment une station un petit peu pilote et de référence sur le désherbage mécanique. Donc, quelques chiffres, hein, effectivement, depuis 2021, donc on a formé une soixantaine de chauffeurs de CUMA et ETA. Hein, donc, c'est quelque chose que l'on fait depuis plusieurs années. Et tous les ans, on propose des formations, hein, pour les chauffeurs, pour les différents chauffeurs. On est aussi en contact avec eux tout au long de la campagne. On forme les techniciens aussi, notamment avec la coopérative TC Guérin Paysanne. On a pu dispenser une formation à la demande de la Coopère, le Maître à Pro, GN Solutions. On intervient aussi, hein, pour diffuser les messages techniques sur le désherbage mécanique. En 2022, on a assuré 12 formations auprès des technico-commerciaux de Reden. Ils sont un peu plus de 140. Et en 2023, donc 12 nouvelles formations vont être dispensées auprès de ce public-là. Et puis après, ben, on a des contacts avec les autres COP et négoces. On intervient aussi dans les centres de formation, hein, Quimper, Kernilien, Lopérec, La Touche, Redon, ce qui fait que voilà un petit peu l'ensemble du public que l'on touche dans le cadre de la formation. Et pour revenir sur le public des techniciens, on a 180, ça fait à peu près 195 pardon, techniciens technico-commerciaux formés depuis 2019. Donc, nos réalisations, donc effectivement, on intervient dans le cadre d'actions bassin versant, on intervient aussi sur les périmètres de protection de captage, et on intervient aussi dans le cadre de nos différents groupes, hein, les groupes défis, les groupes 30 000 ou autres. On a accompagné effectivement 704 exploitations sur les 3 dernières années, hein, notamment en maïs, mais aussi en céréales. Et voilà, tous les ans, on a environ 171 participants à un groupe d'échange sur WhatsApp ce qui nous permet d'échanger au quotidien pendant la période de désherbage mécanique sur les questions du moment et de faire partager les réponses au plus grand nombre. Dans nos réalisations, voilà ce qu'on constate aussi depuis 3 ans, c'est une augmentation du nombre de parcelles suivies, hein, donc plus 60% par rapport à 2020. Et on est aussi sur un nombre d'exploitations accompagnées en augmentation. Donc, voilà un petit peu. Donc là, on est sur le désherbage mécanique du maïs. Hein. Donc, voilà, c'était 239 exploitations accompagnées, 480 parcelles, hein, donc en 2022. Donc, effectivement, voilà, une répartition un peu plus sur l'est de la Bretagne. Hein. Bon, c'est là aussi que les enjeux environnementaux sont les plus importants, mais on a une ambition de développer le désherbage mécanique sur l'ensemble du territoire breton.
Juste peut-être préciser, toutes les parcelles n'ont pas été localisées. Il y en a aussi effectivement Ouais, sur le secteur absolument. sud Finistère qui n'apparaissent pas sur la carte, mais qui sont bien comptabilisées dans les suivis et les 480 parcelles. Mm. Donc, pour résumer un petit peu notre accompagnement, ben, en fait, Desmeca, c'est, si je reprends la colonne de gauche, ben, c'est tout d'abord l'accès à un kit d'informations pratiques au travers de fiches techniques, astuces, conseils. Donc, David va nous développer ça dans un deuxième temps. C'est aussi un accès à la carte des matériels potentiellement disponibles. Ben voilà, pour faire du désherbage mécanique, ben, ça se fait aussi avec des machines et il est important de les situer et de communiquer aussi sur leur disponibilité. C'est l'accès au groupe d'échange WhatsApp entre les participants, ce qui permet d'avoir de la réassurance tout au long de la campagne. Et puis aussi, ben, c'est la définition avec un conseiller spécialisé de la stratégie de désherbage optimale et des leviers agronomiques à modifier. Hein. Et en même temps, ben, voilà, les agriculteurs peuvent bénéficier de notre synthèse régionale annuelle d'ESMECA. Donc, et tout cet accompagnement se fait au regard ben, de la stratégie de l'agriculteur et de ses objectifs, puisqu'en fait, l'agriculteur est au cœur du dispositif. Voilà, effectivement, un agriculteur peut choisir d'être dans une stratégie de désherbage mécanique sur de la prélevée en mécanique uniquement. D'autres vont être plutôt sur du désherbage mixte, et puis d'autres sur un désherbage sans herbicide, 100% méca, notamment en agriculture biologique. Donc là où on accompagne aussi, on a différentes options en plus de ce socle de base. Hein, effectivement, on est présent, si l'agriculteur le souhaite, pour valider aussi les déclenchements de la prélevée en mécanique, le déclenchement des opérations mécaniques suivantes, pour vraiment sécuriser et accompagner l'agriculteur. Et selon la demande des agriculteurs, on peut être aussi sur une approche herbicide, hein, puisqu'on est dans un contexte de séparation de conseils et de vente. Certains agriculteurs peuvent revenir vers nous pour justement utiliser le moins de produits herbicides possible. Hein. Donc, et puis après, effectivement, on peut remettre, selon les besoins, un bilan et un positionnement des parcelles par rapport à l'ensemble des données et des suivis qu'on aura pu réaliser tout au long de la campagne. Merci Philippe. On a fait donc la première présentation, c'était une remise un peu à plat du contexte, et notamment vis-à-vis du désherbage mécanique à la Chambre d'agriculture et son évolution depuis 3 ans avec cette construction de l'offre offre qu'on a nommée DMECA. On est parti un peu bille en tête dans la présentation, juste peut-être pour faire un peu le planning de ce matin. Donc effectivement, il y avait cette première partie présentation générale, contexte. Là, je vais enchaîner avec une présentation vraiment du kit d'information pratique dont tu as parlé, Philippe, et plus globalement de nos suivis, savoir ce qu'on fait sur le terrain. Et on terminera par une troisième partie vraiment là sur les données, les quelques résultats qu'on peut avoir sur le désherbage mécanique, aussi bien en termes d'efficacité, de coût, d'IFT, de réduction des phytos, qu'on a depuis maintenant 3 ans grâce à cette nouvelle organisation des mécas. Avant d'enchaîner, on me proposait de laisser un petit temps si jamais vous avez des questions. Alors, je vois qu'il n'y en a pas forcément dans la discussion pour l'instant. On peut se donner 2-3 minutes si vous voulez poser des questions à l'oral directement. Sinon, j'enchaîne. C'est bon, c'était clair pour la première partie. N'hésitez pas, hein, donc là, à poser les questions, hein, comme ça a été présenté au départ dans la discussion. On les prendra soit au fur et à mesure, soit à la fin de chacune des parties. Donc, sur la présentation du kit technique, ce qu'on a appelé le kit technique des mécas, juste peut-être compléter ce que disait Philippe.
Le désherbage mécanique à la Chambre d'agriculture, ça n'a rien de neuf. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à la Chambre maintenant, le temps passe. Et il y a 10 ans, on faisait déjà des accompagnements désherbage mécanique, déjà dans le cadre principalement, en tout cas, nous, ce qui concerne dans les Côtes d'Armor, avec des actions bassin versant que vous portez également et en relation avec vous. La nouveauté, finalement, depuis 3 ans, et notre ambition, c'était vraiment de se structurer pour que déjà en interne, on soit plus sur un fonctionnement à faire un collègue fait du désherbage mécanique à droite, un autre en fait à gauche, et puis on n'a pas forcément de synthèse. Donc là, on avait cette volonté vraiment de synthétiser tous les suivis pour monter en compétences et puis valider, se rassurer sur nos messages techniques aussi, qui sont un peu plus robustes et plus forts. Et l'autre objectif aussi de cette organisation, c'était de montrer finalement une force un peu de frappe, une sorte de montrer aux agriculteurs, aux chauffeurs, aux techniciens, que finalement, il y a un engouement pour cette technique et que beaucoup de monde s'y mette et que ça donne envie au plus de monde possible et au plus d'agriculteurs possible de se l'approprier et de se lancer dans la technique. Partant de l'hypothèse que si on laisse le désherbage mécanique comme une technique alternative sur chacun des petits territoires, beaucoup d'agriculteurs peuvent passer à côté, alors que si on communique avec une grosse force sur cette technique-là, le plus grand nombre va se sentir intéressé, et, au moins pour tester et si possible pour la généraliser sur son exploitation. Donc le kit technique. Alors, nos accompagnements, ils sont en 3 phases sur le désherbage mécanique. Les 3 sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc la première phase, c'est avant les interventions désherbage mécanique. Je parle notamment pour le maïs, mais ça vaut aussi pour les autres cultures. Donc c'est tout ce qui est préconisation, donc la mise en place des leviers agronomiques avant le SMI. Donc c'est les premiers contacts avec l'agriculteur pour définir avec lui quels sont ses objectifs, quels sont les matériels disponibles, lui apporter le plus d'éléments donc, justement sur les leviers pour qu'ils réussissent à mettre en œuvre le désherbage mécanique dans de bonnes conditions. Donc, on pourra en reparler, mais c'est avoir le moins de résidus possible en surface et semer à la bonne profondeur avec la bonne densité sur un sol bien appuyé. Et si possible, si l'objectif est de réduire le plus possible, voire de se passer des herbicides, c'est de choisir des parcelles avec les rotations les plus appropriées. Sous-entendu avec prairies dans la mesure du possible. La deuxième, donc dans cette première phase, c'est là où on va dans le contact avec l'agriculteur, lui fournir l'accès. Donc tous les agriculteurs qu'on accompagne ont accès à ce kit d'information, donc avec des fiches techniques, les cartes de matériel, l'accès pour ceux qui le souhaitent au groupe d'échange WhatsApp, donc où, effectivement, date d'hier, on était encore 171 participants, et les invitations à des formations techniques sur le terrain. Deuxième phase, c'est pendant la campagne. Donc là, c'est vraiment pendant l'organisation du désherbage mécanique, où là, on essaye le plus possible d'être présent avec les agriculteurs qui en ont vraiment besoin. Donc, c'est notamment ceux qui viennent d'investir dans du matériel, ou des chauffeurs ou des ETA qui viennent d'investir pour leur première mise en route et pour les premiers passages, pour vraiment les aider sur la partie réglage. Donc, pour être complet, par exemple sur du maïs, pendant la période, la première des choses, c'est être présent au moment du SMI. Donc, on essaye d'être présent le jour du SMI pour vérifier que tous les leviers sont mis en place, à savoir la profondeur principalement et l'état de surface. Donc, quand on peut, on souhaite être là le jour du SMI. Ça nous permet de corriger éventuellement quelques réglages du semoir quand c'est possible. Si ce n'est pas possible d'être présent pour nous le jour du SMI, l'engagement qu'on fixe avec l'agriculteur, c'est qu'il doit nous prévenir le plus tôt possible de sa date de SMI pour pouvoir passer dans les 24-48 heures après pour vérifier effectivement que ces leviers ont été mis en place et valider avec lui la possibilité de faire notamment les passages à l'aveugle dans les jours qui suivent. C'est aussi pour ça, petite parenthèse, qu'on avait besoin d'être finalement à l'échelle de la Bretagne une équipe projet assez nombreuse, donc les 43 collègues, donc les 43 ne font pas 100% de leur activité sur le désherbage mécanique, bien entendu, mais on avait besoin d'être vraiment nombreux à être compétents sur le sujet pour pouvoir être très réactifs pendant les périodes des SMI qui va se dérouler sur un mois grand maximum, mais souvent sur une quinzaine de jours sur un territoire.
Donc, pendant la campagne, voilà, il y a cette phase critique du semis. Et après, pour chaque intervention, donc avant, on va suivre les parcelles plusieurs fois. Et en fonction du développement des adventices, du développement de la culture et de la localisation des adventices, on va être amené, et de l'objectif de l'agriculteur, on va être amené à lui faire un conseil d'utilisation de tel ou tel type d'outil. Et après, un conseil de réglage s'il y a besoin au moment du passage. Et la troisième phase, une fois qu'on s'est vu avant, pendant le désherbage mécanique qui a été réalisé, et il y a la troisième phase après, qui pour nous est aussi importante, c'est de faire un point, un bilan avec l'agriculteur sur comment s'est passé son désherbage mécanique, sa campagne de désherbage. S'il est très content, tant mieux, ça permet de le savoir, on a bien tous travaillé collectivement. Mais c'est surtout être capable de repérer ceux qui pourraient éventuellement être frustrés ou ressentir un échec pour pouvoir les accompagner et pas les laisser seuls face à un échec. Il y a toujours une explication et essayer de leur apporter justement l'explication. Est-ce que c'est parce que les conditions au départ n'étaient pas réunies en termes d'état de surface, en termes de profondeur? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est le réglage de l'outil? Enfin, être capable de lui apporter une piste d'explication pour rebondir et ne pas perdre la dynamique et continuer l'année d'après. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chauffeur ou un agriculteur qui s'est loupé sur un désherbage mécanique, ça peut arriver, mais qui reste tout seul face à ça et puis qui va avoir localement tendance parfois à le diffuser aux voisins. Et après, en termes de dynamique, c'est compliqué. Donc là, cette phase-là, elle est pour nous très importante aussi de pouvoir faire le bilan avec chacun des opérateurs. Donc, vous avez quelques petits visuels sur le kit pratique, notamment à la fin, je vais en reparler, c'est le positionnement de chacune des parcelles des agriculteurs par rapport à l'ensemble des 400 ou 480 parcelles suivies. Donc, sur le kit outil par outil, on a, donc, je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre, mais premièrement, les cartographies, j'ai mis un S, matériel disponible aujourd'hui. Donc, on a d'un côté, nous, dès 2019, on avait mis en place un recensement des outils de désherbage mécanique disponibles principalement dans les ETA et les CUMA, mais aussi en partie chez les exploitants qui sont prêts éventuellement à prêter le matériel. Donc, c'est la carte que vous avez en haut, qui aujourd'hui recense 423 machines à la date d'hier. Pour info, c'est 208 bineuses, 111 RC tri, 56 roues et 48 roto et tri. On estime, alors c'est pas forcément à l'échelle de la Bretagne, mais c'est à l'échelle d'un territoire où on a pu avoir l'occasion de faire vraiment un recensement exhaustif, c'est sur le bassin versant de l'Argonon pour ceux qui connaissent, où là on a fait donc on a vraiment fait un recensement quasi exhaustif des matériels et entre 2019 et 2022, on a 40% de plus d'outils sur le territoire. Donc, c'est pour donner l'idée de l'engouement actuellement sur le désherbage mécanique. Là, on a eu notamment, donc, pour toutes les raisons que citait Philippe, mais aussi, il y a eu les dispositifs d'aide, PCEA, qui sont toujours en cours, là, qui ont incité pas mal d'agriculteurs et de terricumas à s'équiper. Donc, ça, ce qui est une chance quand même pour accompagner la dynamique aujourd'hui. Donc, voilà, à peu près 40% de machines en plus. Donc, ces 423 machines, là, sur la carte, c'est une carte qu'on a en interne, je souhaite le préciser, on la présente aux agriculteurs, on dit qu'on a cette information-là, qu'on peut les orienter vers des ETA, des CUMA ou des voisins qui ont des matériels à proximité de chez eux. Par contre, on ne peut pas la diffuser, on ne souhaite pas la diffuser largement sur Internet, puisque finalement, on n'a pas l'accord de diffusion de tous les propriétaires sur cette carte-là. Donc, on était en travail pour récolter, récupérer les accords de diffusion, principalement des ETA et des CUMA, pour être présents sur Internet, tout simplement pour respecter la loi sur la propriété des données. Donc, on avait une carte qui, elle, est accessible, là, qui recense 135 machines. Donc là, pour le coup, c'est ETA et CUMA, pour lequel chacune des ETA et CUMA nous a répondu par écrit qu'ils souhaitaient apparaître sur cette carte-là. Donc, vous avez le lien en bas de la diapo. Donc, celle-là est accessible pour tout le monde, mais on présente surtout aux agriculteurs la carte en haut. Donc, on les incite à venir vers les 43 collègues pour connaître les machines près de chez eux.
Et je m'étais cartographié avec un S, parce que vous savez aussi, il y a le projet multipartenaire porté par le réseau FRAB et dont on a participé, donc avec l'élaboration de la carte en ligne Cartomat. Donc là où aujourd'hui, je regardais, il doit y avoir 390 machines d'inventoriées sur cette carte-là. Donc on leur a fourni une petite partie des données. Sinon, il y avait aussi dans le réseau multipartenaire, donc les CUMA et les ETA. Deuxième outil, les fiches techniques. Donc là, on a des fiches techniques qui sont rédigées et mises à jour chaque année sur le maïs, sur les céréales et sur les légumes, frais ou industrie. On les envoie aux agriculteurs qu'on accompagne dans le cadre de DMECA, et aujourd'hui, elles sont aussi diffusées sur l'application Conseil Culture CABZH, où les agriculteurs peuvent télécharger et accéder aux fiches, et au conseil hebdomadaire aussi, hein, sur les suivis culture, mais dans ce conseil, on a l'accès aux fiches. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça correspond, si j'arrive. Voilà, vous montrer un peu le format d'une fiche. J'ai pris en exemple celle du maïs. Bon, un petit rappel du contexte et des enjeux. Le point important sur les leviers mobilisés pour réussir son désherbage mécanique. Je la présente, cette fiche, parce que c'est l'outil qu'on utilise principalement quand on est en rendez-vous avec l'agriculteur avant le semis. Faire le point sur tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir son désherbage. C'est des choses que vous connaissez, hein, j'imagine, hein, mais on a trois objectifs pour réussir son désherbage mécanique, et notamment 100% mécanique. C'est d'avoir la pression adventice la plus faible possible. C'est plus simple de désherber une parcelle propre, comme je dis à chaque fois. 2, avoir une croissance rapide et homogène de la culture, donc là en l'occurrence du maïs, pour que la culture, entre guillemets, ça parle à pas mal d'agriculteurs, gagne la course sur les adventices. Il faut qu'elle soit en condition pour pousser rapidement. Et 3, une fois qu'on a la pression la plus faible, qu'on a un maïs qui décolle bien, il faut avoir mis en place les leviers qui nous permettent de passer les outils mécaniques. Donc, concrètement, pour avoir la pression la plus faible, on va insister sur l'importance de la rotation, donc la plus longue et diversifiée possible, dans l'idéal avec une prairie, enfin une culture pluriannuelle type prairie, trèfle, luzerne. C'est quand même le levier principal, et on le répète à tous les agriculteurs qu'on rencontre, pour diminuer la pression des adventices. Pour la diminuer, il y a aussi tout le levier sur le travail du sol, et notamment les faux semis. Très important sur le maïs, au printemps, on a une belle fenêtre pour faire des faux semis. Donc ça, c'est des points qu'on aborde avec eux. Pour la partie avoir la croissance la plus rapide, donc les deux, et un maïs qui va résister au désherbage, hein, c'est d'avoir un semis le plus tardif possible, c'est-à-dire dans une terre réchauffée pour que le maïs puisse décoller très vite. Donc là, on va être amené à adapter nos conseils de date, je pense, à l'avenir, mais on est sur des semis du mois de mai, hein, globalement en Bretagne, avec un gradient est-ouest, selon les températures de sol. Un semis forcément plus dense, 10% de plus au minimum qu'un semis classique, sans désherbage mécanique. Pour pouvoir, on dit souvent c'est pour que le maïs, pour accepter quelques pertes, mais c'est surtout, moi je trouve, pour le faire depuis plusieurs années, quand on a semé 10% de plus, quand l'agriculteur a semé 10% de plus, il est plus en confiance sur le fait de passer un outil, quoi. Donc, même si on a quelques pieds qui s'arrachent, on n'a jamais, j'ai rarement vu 10% de perte avec un passage d'outil de désherbage mécanique. Par contre, le fait d'avoir ces 10% en plus, l'agriculteur va accepter visuellement d'avoir un ou deux pieds qui sautent, et donc on va être capable d'aller vers des réglages plus efficaces, quoi. Si on n'a pas ces 10%-là, bien souvent, avec quelques agriculteurs qui sont frileux, c'est la première année, ils ne veulent absolument pas un seul pied de maïs arraché. Donc là, on est capable de passer les outils, il n'y a pas de problème, mais on n'arrache pas le maïs ni les adventices. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Donc là, ce point-là est un point important. Et après, pour permettre le passage des outils, donc on a toute la question de la profondeur de semis, minimum 5 cm, et c'est bien un minimum. Avoir une surface plane, sans obstacle et rappuyée. Donc plane sans obstacle pour que notamment les RC-Tri puissent travailler sur 100% de la surface. Rappuyée, c'est pour limiter toutes les problématiques de traces de roue. Et
semer, alors ça c'est le plus compliqué. Pour réussir un passage à l'aveugle, il faut, on insiste un peu dessus aussi, mais c'est semer si possible quand il n'y a pas de pluie annoncée dans les jours qui suivent le semis. Voilà. Dans la suite de la fiche technique, les différentes stratégies possibles en désherbage mixte ou 100% méca. Si on part sur du 100% mécanique, en général, on va être sur un conseil de prélever de toute façon, forcément. Un deuxième passage d'outils en plein, de la herse, de la houe, de la roto, à partir de 2 feuilles jusqu'à 4-5 feuilles du maïs. Et après, on va enchaîner avec 1 ou 2 binages, ce qui fait qu'on va être sur des stratégies de 3 à 4 passages en moyenne pour faire du 100% mécanique. En désherbage mixte, on a plusieurs possibilités, plusieurs choix qui se discutent avec l'agriculteur et puis aussi les enjeux locaux du territoire et notamment des bassins versants. On a la situation idéale où on est dans un risque, ce qu'on a nommé un risque d'enherbement faible. C'est-à-dire que là, on a mis en place tous les leviers, on est plutôt dans une rotation longue, où on a labouré, on a fait des faux semis. Normalement, on sème assez tard, au mois de mai, donc on a toutes les chances pour y arriver. Donc, on va se laisser la possibilité de réussir à faire du 100% mécanique. Donc, on va commencer par le prélever. Et après, c'est le développement des adventices et leur localisation, leur type, qui va nous dire si on continue en mécanique ou si on est obligé à un moment d'intervenir en chimique si on a trop d'adventices, la pression devient trop forte. L'autre situation, on est en risque d'enherbement fort, et ça on le sait dès le départ. Quelqu'un qui est en non-labour, quelqu'un qui est en rotation maïs-blé depuis des années, on sait forcément, ou aussi des parcelles où par exemple on sait qu'on a une problématique de vivace, liseron ou autre, on sait d'emblée quasiment que le 100% mécanique est compromis. Et donc là, alors certains agriculteurs veulent quand même se donner l'objectif du 100% méca, et donc on les accompagne vers cet objectif, pas de souci avec l'option du dessus. Mais la plupart savent qu'ils vont devoir réaliser un traitement quand même, soit localisé sur les vivaces, soit de post-levée. Donc nous, notre conseil au niveau de la chambre d'agriculture, de toute façon, c'est toujours d'aller vers des traitements de post-levée avec des petits grammages à l'hectare, donc avec des produits de contact, et qui sont aussi des produits qu'on retrouve le moins problématiques, en tout cas en termes de qualité de l'eau. Donc soit on prend l'option de commencer par le passage à l'aveugle, si les conditions sont sèches, par exemple une année, on a des super conditions après le semis, séchantes, on va faire tout de suite du désherbage mécanique pour stopper une première levée, et on gérera les relevées si elles sont importantes en chimique derrière, en post-levée sur du maïs de 2 à 5-6 feuilles. À l'inverse, si on est sur une année plus compliquée, il pleut tout le temps après le semis, l'efficacité du passage à l'aveugle est mise en doute. Sur ces situations-là où on sait qu'on sera obligé de faire un phyto, on ne part pas sur un passage à l'aveugle, on va conseiller l'agriculteur de commencer par un traitement chimique de post-levée, toujours de post-levée, et on gérera les relevés derrière, parce qu'on aura fait un conseil en petite dose, toutes les relevés qu'on pourrait avoir en binage derrière. Donc voilà, ça permet d'échanger avec l'agriculteur sur les différentes stratégies possibles, et surtout de faire le point avec lui sur quel est son objectif, ce qu'il veut réussir, et nous, comment on peut l'accompagner là-dessus. Après, sur nos fiches, on a donc des éléments techniques sur comment équiper les bineuses, par exemple, ici, sur les différents types de herses, étris, roto-étris ou rotatives, avec des questions des notions de coût, d'efficacité, et déjà une petite liste de nos conseils pour réussir les passages. Je vois qu'on a une question. Je ne sais pas si je la prends tout de suite. On peut éventuellement. Hop là. Bonjour, avez-vous des lieux d'échange sur vos retours d'expérience en tant que conseiller avec d'autres conseillers qui accompagnent les désherbages méca? Je pense au réseau GapFrav avec Optimize par exemple. Observez des évolutions de cycle végétaux-culture liées au changement climatique. J'y réponds tout à l'heure. Je vais finir sur le kit pratique, et parce que ça mérite effectivement d'être développé, si ça vous va. Donc voilà, donc sur les fiches techniques, on a ces fiches maïs, céréales, et sur légumes frais, mais il y a également un peu sur maïs et céréales. Je ne sais pas si vous connaissez, alors il existe le site GECO, Ecophytopic, qui est un site qui regroupe
énormément de fiches techniques et de conseils sur les techniques agroécologie. Donc, c'est piloté, donc les chambres sont dedans, l'ACTA, les instituts de tête, l'INRA. Et donc là, on va retrouver notamment les fiches techniques sur des cultures qu'on a moins l'habitude de travailler, type haricots, artichauts, tout ce qui est les légumes vont se retrouver plutôt accessibles sur ce site-là. Je vous invite à aller faire un tour sur ce site si vous ne le connaissez pas. Il y a énormément de ressources très intéressantes, notamment sur le désherbage mécanique, mais pas que. Troisième point dans le groupe, dans notre kit pratique, donc on a, je disais tout à l'heure, la carte de localisation, nos fiches techniques. Après, là, on rentre plutôt dans la phase avant semis et pendant le semis, enfin pendant la campagne de désherbage mécanique. C'est un de nos piliers quand même du groupe. Là, c'est le groupe d'échange en temps réel. Donc, pour l'instant, on est sur un format WhatsApp. Par simplification, on est parti sur cet outil que beaucoup d'agriculteurs avaient déjà et pratiqué. Ça pourrait éventuellement évoluer à l'avenir, parce que tout le monde n'utilise pas et tout le monde ne souhaite pas utiliser cette application. Bon, pour l'instant, on est là-dessus. Je disais, on est à 171 participants. Donc, c'est principalement les agriculteurs. Il est ouvert aux agriculteurs qu'on accompagne, les chauffeurs CUMA, ETA aussi, et les collègues chambres qui réalisent le plus de suivi. À titre d'exemple, sur ce groupe, donc on a des grosses périodes d'activité. Entre le mois d'avril jusqu'au mois de juin, avril, mai, juin, là, le groupe est très, très actif. Après, il rentre un peu en sommeil pendant l'été et puis il va redémarrer là, avec le désherbage mécanique des céréales et les semis des céréales qui vont démarrer. Donc là, à titre d'exemple, je me suis amusé à calculer, entre le 10 mai 2022 et le 7 septembre 2022, on a plus de 330 photos et vidéos qui ont été partagées sur le groupe. Et ce n'est pas que des collègues chambres, c'est aussi beaucoup d'agriculteurs qui finalement se rassurent entre eux. C'est un des intérêts de ce lieu d'échange, c'est beaucoup de réassurance. Tiens, j'hésite, j'envoie une photo et on laisse un peu de temps aux agriculteurs plus expérimentés de répondre. Donc moi, je pars du principe que c'est toujours ce qui fonctionne le mieux quand un agriculteur donne un conseil à un autre. S'il n'y a pas de réponse ou de retour d'agriculteurs un peu plus expérimentés, bah là, nous, on apporte notre expertise. Voilà. Et c'est l'occasion avec ce groupe-là, au fil de la campagne, de passer des messages. Quand on voit des choses très marquantes, on les diffuse. Ça marche très bien, c'est facile sous forme de photos. Et c'est aussi l'occasion d'envoyer les différentes invitations qui peuvent avoir lieu pendant la campagne sur le désherbage mécanique. Donc des journées, par exemple, bassin versant, les journées des Herbinov cette année, voilà, différentes démonstrations. Il y a une question, David. Oui. Lors de l'accompagnement au désherbage mixte, y a-t-il intégration du conseiller culture ou l'agriculteur reste-t-il autonome dans la décision de traitement avec vous? Un petit peu sur la posture. Ouais. Il y a les deux situations. C'est-à-dire que, comme tu présentais tout à l'heure, Philippe, dans notre accompagnement, nous, on propose aux agriculteurs d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, on t'accompagne sur le désherbage mécanique. Donc, souvent, ça commence par du désherbage mécanique avec un prélevé, par exemple. Enfin, quasiment toujours, avec un prélevé. Et derrière, s'il le souhaite, on peut l'accompagner sur la partie phyto, sur quel produit tu vas utiliser en fonction des adventices présents. Mais on lui laisse aussi la possibilité donc de faire. Certains préfèrent continuer à le faire avec leur propre technicien culture, donc bien souvent coopérative ou négoce. Voilà. Mais on se positionne pour les accompagner jusqu'au bout. Alors, notre premier positionnement, je vais te laisser compléter, Philippe, c'est quand même de les accompagner sur le désherbage mécanique, ça c'est clair. Après, on leur ouvre la porte pour faire le phyto, mais ce n'est pas obligatoire. Pour compléter un petit peu ce que vient de dire David, c'est que voilà, l'agriculteur, on le laisse, c'est lui on accompagne l'agriculteur, on le coach, on amène les éléments techniques, mais on est là aussi pour identifier les freins qu'il peut avoir, comment on peut les lever. Voilà, c'est lui qui est autonome dans ses décisions et que nous, on l'accompagne au mieux pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé et aussi faire en sorte que son changement de pratique il puisse être
sécurisé, serein, mais qui puisse aussi reproduire ça, qui puisse être autonome à l'avenir pour reproduire un petit peu la pratique. Voilà un petit peu comment on se situe en matière de conseil. Après, juste dire, effectivement, si on ouvre la porte ou on propose pour ceux qui le souhaitent d'aller jusqu'au conseil phyto, forcément, c'est aussi du temps en plus finalement dans l'accompagnement. Il faut aussi qu'on ait le temps de réaliser ce suivi-là, supplémentaire. Mais c'est la situation, effectivement, il y a quelques situations complètes où on fait de A à Z la stratégie de désherbage. Je reviens sur le kit technique, donc le groupe d'échange. Voilà. Un autre point dans le kit technique, donc les cartes, les fiches techniques, le groupe d'échange, et il y a les formations aussi. Donc nous, on est resté sur des formations sur le terrain, donc le plus possible sur les parcelles, dans des CUMA, des ETA avec les agriculteurs, ou à la station de Carguenec, notamment pour celle qui se déroule dans le Morbihan. Donc là, on estime environ à 200-220 agriculteurs formés par an sur le désherbage mécanique. Donc on a 2 sessions financées dans le cadre du fonds VIVEA, les fonds de formation pour les agriculteurs. Donc il y en a une, c'est désherber les cultures bio, méthode et outils de désherbage mécanique. Alors, on peut aussi avoir des agriculteurs conventionnels. Là, on ne parle pas du tout de phyto. Et une autre plus à destination des conventionnels depuis plusieurs années, la sécuriser le passage au désherbage mécanique pour réduire les produits phyto. Donc ça, c'est des formations qui existent déjà, qui sont proposées au catalogue des chambres d'agriculture, et principalement sur la période de l'hiver, début de printemps. On a aussi des formations hors cadre VIVEA, en relation avec dans le cadre des journées bassin versant, par exemple, ou de groupes 30 000, défis, ou nos prestations d'accompagnement de groupe chambre qui s'appelle Agroculture. Et dernier point sur le kit pratique personnalisé, là je vous ai extrait 2 petits points. Donc c'est la possibilité pour ceux qui le souhaitent de recevoir alors à minima tout le monde, c'est ce que je disais, on fait un point avec les agriculteurs sur comment s'est déroulée sa campagne, leur campagne, est-ce qu'ils sont satisfaits, pas satisfaits, les raisons des éventuels échecs. Donc ça se fait en rendez-vous ou par téléphone avec l'agriculteur. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut leur envoyer un petit positionnement de leur parcelle par rapport à l'ensemble des voisins qui ont été accompagnés. Donc souvent, c'est quelques illustrations qui sont présentes dans les comptes rendus personnalisés qu'on peut envoyer. Donc là, c'est le positionnement, voilà, des interventions sur cette exploitation-là, sur cette parcelle. Je crois que ça doit dater de 2020. Donc vous avez en bleu les bâtons pluviométrie, c'était la pluviométrie, les différents repères de stade du maïs qui ont été notés sur ces parcelles-là, et les interventions mécaniques qui ont été réalisées. Donc là, on est chez quelqu'un qui avait fait de la RC-tri en prélevé, la haut rotative en post-levé très précoce. Et après la période de pluie, c'est pour ça que ce n'est pas cette année, ça, en période de pluie, il a réussi à faire 2 binages là, entre les gouttes cette année-là. Donc on est sur une stratégie 100% mécanique sur cet exemple. Et derrière, on positionne sur le radar en termes d'efficacité, parce qu'il faut quand même, je n'ai pas trop parlé, mais l'objectif, c'est quand même que le désherbage du maïs soit réussi. Donc une note de 7, c'est un désherbage réussi. En termes de coût, il faut que ça reste un coût maîtrisé. Donc ça à discuter aussi avec l'agriculteur en amont, jusqu'à combien à peu près il est prêt à accepter. Certains sont prêts à accepter des coûts de désherbage assez hauts pour réussir à réduire les phytos. D'autres sont un peu plus frileux, donc ça se discute. Là, ça permet de se positionner par rapport à l'ensemble du réseau. Donc là, lui, par exemple, il était à 89 €. On voit que ça allait de 35 à 186 € cette année-là. Le nombre de passages méca, voilà, le coût méca, les quantités de produits, les IFT, donc voilà, bien sûr 0, les coûts chimiques 0, et le nombre de passages chimiques 0. Ça permet des petits outils assez pédagogiques pour discuter avec l'agriculteur et faire le bilan du suivi de la parcelle. Donc voilà, donc sur le kit d'information pratique, retenez, c'est vraiment l'accès aux différentes cartes, l'accès aux fiches techniques et puis l'échange sur les fiches techniques en amont du SMI, et notamment sur la question des leviers préalables, le groupe d'échange pendant la campagne, vraiment pour répondre à toutes les questions à chaud, et donc les formations pour ceux qui souhaitent aller plus loin, et la partie bilan.
je propose qu'on prenne un temps pour répondre aux questions. Et notamment, donc voilà, donc il y avait la question sur le désherbage mixte, intégration du conseiller culture. Ce qu'on n'a pas dit quand même, peut-être pour continuer à répondre à cette question, sur l'intégration du conseiller culture, si l'agriculteur souhaite continuer à avoir son conseil stratégique, enfin son conseil chimie phyto par son conseiller culture habituel, nous, on lui propose effectivement de faire des visites sur le terrain ensemble. C'est-à-dire qu'à minima, le conseiller culture, il est au courant qu'il y a eu un conseil désherbage mécanique de réaliser avant. Et le top, en tout cas moi c'est mon cas sur les parcelles que je suis, c'est d'essayer au moment où on opère la bascule, c'est de faire une visite avec le conseiller culture. Voilà. C'est une manière à quand même s'assurer que la partie mécanique, la réalisation de passage mécanique a vraiment permis une réduction du phyto derrière. Voilà. Et ne pas laisser finalement 2 accompagnements complètement séparés qui s'enchaînent pour l'agriculteur. Donc ça c'est le minimum. Donc je reviens sur les questions. Donc lieu d'échange, retour d'expérience en tant que conseiller. Donc oui, il y en a plusieurs. Il y en a un interne CRAB. Bon, là, on fonctionne aussi avec un réseau WhatsApp là, qui fonctionne beaucoup entre conseillers, donc entre les 43 collègues. Donc, il y a tout un réseau, un chemin, un parcours de formation et puis on va dire d'échange finalement, de réassurance entre collègues. Donc on est en début d'année on se remet ensemble à Carganex souvent tous nos messages techniques, toutes les observations, tous les réglages de machines ensemble. Et après, au fil de la campagne, un peu comme avec les agriculteurs, c'est de l'échange beaucoup à distance sur WhatsApp. Et en ce qui est le lien avec le réseau GAP-FRAB, avec Optimaïs par exemple, là, il y a eu un lieu d'échange. Je ne sais pas si Jean-Luc est encore avec nous, par exemple, on pourra en parler. Ça a permis d'échanger pendant les quelques années. C'est le projet des herbes MECA avec des fonds ARPIDA. Où là, donc ça, c'était porté par le réseau CUMA, CUMA Grand Ouest, qui réunissait plusieurs partenaires sur le désherbage mécanique, dont la Chambre d'agriculture, le réseau GAP-FRAB et de tête, il devait y avoir le CETA aussi. Donc là, dans ce cadre-là, on a eu des échanges avec ces différents collègues d'autres réseaux. Et notamment l'organisation chaque année là, de la plateforme des herbes méca. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Jean-Luc, tu es avec nous ou pas? Donc la plateforme. Si tu veux apporter un complément. Ouais. Donc c'est la plateforme Désherbinov auquel tu fais mention, donc qui est portée par la FRCUMA. Et puis sinon, on est intervenu ensemble collectivement dans le cadre du salon La Terre et notre métier, par exemple. Oui, aussi, oui. On avait un atelier sur le désherbage mécanique avec à la fois les leviers agronomiques que tu as présentés juste avant, donc avec la roue là, et puis des démonstrations. Donc oui, il y a des lieux d'échange qui se font dans ce cadre-là, et puis aussi dans le cadre de certains bassins versants, pour des actions collectives qui nous regroupent les uns les autres. Voilà. Deuxième question, observez-vous des évolutions des cycles végétaux liés au changement climatique et qui nécessiteraient d'adapter les conseils stratégiques des désherbage méca? Oui, effectivement. Donc, on a à la fois des adventices. En général, sur les adventices, c'était assez simple. Simple. On a des adventices qui lèvent au printemps, d'autres qui lèvent à l'automne. Donc, par exemple, sur le maïs, on savait un peu quel type d'adventice auquel s'attendre. Et puis finalement, maintenant, on a un peu des adventices qui lèvent toute l'année. Donc, on n'a pas que du kénopode à gérer, pour être caricatural. Donc ça, c'est une petite évolution. Alors après, l'impact sur le désherbage mécanique, il n'est pas clair. De toute façon, il faut qu'on intervienne, quel que soit le type d'adventice, mais c'est toujours sur des adventices jeunes. L'autre point, c'est sur la culture, mais notamment sur le maïs. On voit, et il y a aussi une question de variété, finalement des maïs qui peuvent être semés et qui sont semés de plus en plus tôt. Et
jusqu'à maintenant, on était à insister très fortement, notamment à l'est de la Bretagne, sur l'importance de semer tard les maïs en désherbage mécanique pour se donner toutes les chances d'avoir un maïs qui pousse très vite. Et finalement, avec le changement climatique, on l'a revu encore cette année, on a des situations où des maïs semés assez qu'on pourrait considérer comme tôt, des semis précoces, on a quand même des maïs qui partent vite et qui se désherbent très très bien. Et au final, qui sont même plutôt mieux réussis que des semis tardifs. Là, on a, sur ce levier de la date de semis, là, on a une grosse interrogation de l'impact potentiel du changement climatique et du coup de l'impact sur nos messages. Est-ce qu'il faudra à l'avenir continuer à conseiller des semis au 10 mai pour un secteur, par exemple sur fougères? Je ne suis pas persuadé, quoi. Donc là, c'est, je pense, surtout la date de semis là, qui est très, très, très impactée. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et après, si peut-être, on pourra en parler pendant des heures, mais l'autre point sur le changement climatique, ou en tout cas, c'est les données, les conditions météo, c'est une succession de périodes de sec et de périodes plus humides, notamment là, sur les périodes de printemps. Ça fait 3 ans qu'on est organisé en DMECA, ça fait 3 ans qu'on a des conditions climatiques totalement différentes. Donc, cette année, c'est la sécheresse complète. Donc, dans certaines situations, c'était très bien, c'est-à-dire qu'on a pu faire plusieurs passages mécaniques. Mais donc, on peut se dire que c'est plutôt positif. Mais en même temps, dans d'autres situations, c'était finalement pas si positif que ça parce que c'était tellement sec que même les adventices avaient du mal à lever. Et donc, on a vu des parcelles où on a fait, par exemple, des passages à l'aveugle, mais alors vraiment dans le sec, où on peut douter de l'efficacité du passage dans ces situations-là, quoi. Et donc, et le problème, c'est que voilà, si on se prend un mois de sec, un mois où les adventices ne vont pas lever, on a du mal à intervenir. Et il suffit d'avoir une petite pluie derrière. Là, on se retrouve avec une levée très, très rapide des adventices. Et si on loupe cette levée-là, le désherbage va être plus compliqué. Ce problème aussi de grande période, à l'inverse, c'était l'année dernière, où là, ce n'était pas une grande période de sec, c'était une grande période de pluie. On a eu de la pluie quasiment tout le temps. Donc, c'était beaucoup plus compliqué de faire du désherbage mécanique. D'ailleurs, on l'a observé dans nos réseaux, j'ai quelques chiffres là-dessus, si on veut. C'est les stratégies bio qui ont été les moins coûteuses l'année dernière, parce que finalement, les agriculteurs bio, ils n'ont pas pu faire de désherbage mécanique. Certains étaient qu'à 1 ou 2 parce qu'ils pleuvaient tout le temps. Donc, quand on enchaîne 2 mois de pluie pour le désherbage mécanique, c'est très compliqué. Et ça, malgré tout, des évolutions attendues du changement climatique, c'est entre autres ces périodes longues, soit de pluie, soit de sec, qui vont impacter notre possibilité de faire ces pratiques mécaniques. Je ne sais pas si Philippe, tu en as d'autres éléments de réponse. De plus. Voilà, je propose, continuer à poser les questions avec plaisir là, sur la discussion. Je propose de passer à quelques chiffres, parce que c'était la commande, un peu quelques données en termes de résultats. Ouais, alors bon, là c'était une diapo qu'on avait construite pour rappeler un peu un suivi mécanique complet quasiment. Je ne vais pas tout vous la détailler, mais c'était rappeler un peu nos suivis. Alors, c'est l'exemple du maïs, où on va aller vous rencontrer l'agriculteur avant le semis pour ce qu'on disait tout à l'heure, les leviers agronomiques. Son diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic, c'est l'échange avec lui, savoir un peu quels sont ses objectifs aussi. Lui donner accès au fameux kit d'infos pratiques dans le groupe WhatsApp. La présence sur le terrain au semis, ou à défaut, dans les 48 heures derrière le SMI pour valider la possibilité de réaliser le passage à l'aveugle. Donc ça, c'est première visite terrain obligatoire. Souvent, on va revenir autour de 3 semaines après le semis. 2 à 3 semaines après le semis, c'est là où on va revenir voir l'état de levée de la culture, levée des adventices, le type d'adventice et leur localisation.
pour choisir avec l'agriculteur selon les conditions météo, selon ses objectifs, également si on continue en mécanique ou si on intervient en chimie. Donc là, on est déjà sur des maïs souvent voilà, à 3-4 feuilles. Donc ensuite, on revient souvent autour de 5 semaines. Donc là, c'est pour toujours pareil. Si on a continué en mécanique, la même question va se reposer. Est-ce qu'on continue encore en mécanique ou est-ce qu'on intervient en chimique? Et autour de 8 semaines, si jamais on a réussi à faire nos 3 interventions mécaniques avant, on se reposera la question autour d'un maïs à 10-12 feuilles. Et on essaye de revenir fin juillet pour faire la notation d'efficacité de l'ensemble de la stratégie de désherbage, pour pouvoir comparer les parcelles entre elles. Donc à chaque intervention, finalement, on peut aller finalement de 5 à 9 fois sur les parcelles selon les objectifs de l'agriculteur et les interventions réalisées. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc nos suivis de parcelles, alors notre organisation des mécas, on ne l'a pas trop dit. Donc, chacun des 43 collègues, quand ils vont sur le terrain, accompagner un agriculteur, on récupère donc toutes les données, toutes les informations concernant la préparation et le semis de la parcelle et sa rotation habituelle. On récupère toutes les informations qui concernent les opérations réalisées, que ce soit du mécanique ou du chimique, ce qui nous permet derrière, pour l'ensemble des parcelles suivies, d'aller traiter les données et de sortir des notions d'efficacité, de coût, d'IFT, de QSA. QSA, c'est la quantité de matière active utilisée à l'hectare. Et également de comparer, on essaye le plus possible de récupérer sur chaque parcelle qu'on accompagne la stratégie que l'agriculteur aurait utilisée en chimique s'il n'avait pas été accompagné sur du mécanique ou du mixte. Voilà, permettre de comparer et de s'assurer si oui ou non l'accompagnement a permis une réduction de l'usage des produits phyto. Donc tout ça, finalement, sur l'ensemble des parcelles, c'est à peu près 50 000 données là, dans un gros tableur par an. Qui sont à traiter pendant l'été, septembre, et là on vient de terminer le traitement pour l'année 2022. Juste dire le nombre de visites par parcelle. Je disais en moyenne, dans nos suivis des herbages méca, on est à 4 visites par parcelle. Alors il y a des parcelles où on va aller qu'une fois, c'est notamment ceux où on va faire juste un désherbage de prélevé mécanique. Il y a quelques petites parcelles où on est à plus de 10 fois. Donc là, c'est notamment, je pense, des interventions bio ou des années. Là, c'était en 2021, une année assez compliquée avec la pluie. On prévoit des passages, finalement, on ne peut pas faire des passages, donc il faut revenir. Donc, on joue avec la météo et parfois, on se retrouve à avoir pas mal de temps à passer pour une parcelle. Donc, les données. Bon, je ne vous ai pas mis toutes les analyses de données, j'en ai choisi quelques-unes. Si vous avez des questions, on pourra aller plus loin sur certaines si vous le souhaitez. Juste un indicateur, c'est le nombre d'interventions mécaniques moyens par hectare dans l'ensemble des suivis. Donc, nous, on caractérise les suivis qu'on réalise en 3 grandes catégories. Les agriculteurs, les parcelles qui sont conduites en mixte. Donc ça, c'est les parcelles où, dès le départ, l'objectif de l'agriculteur, c'est de faire du mixte, c'est-à-dire qu'on se laisse la possibilité de faire du chimique. Ça ne veut pas dire qu'on fera du chimique, mais ça veut dire qu'on sait qu'on a une forte chance de faire du chimique. La deuxième population, c'est ce qu'on a nommé la population zéro herbie. Donc là, c'est à l'inverse, c'est les parcelles où, au début, avant le semis, l'objectif, c'est de faire du 100% mécanique, du zéro herbicide. Donc à la fin, on a cette population-là qui va être découpée en 2 populations. Les zéro herbis, oui, c'est ceux qui ont vraiment réussi à faire du zéro herbicide, il n'y a pas eu de chimique. Et les zéro herbis, non, c'est ceux qui avaient pour objectif de faire du 100% méca, mais qui ont dû intervenir en chimique. Et notre 3e population, les bio. Donc là, juste pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, l'importance de la météo, d'une année à l'autre, ça ne se ressemble pas. Donc en 2020, regardez les bio, on était à 3 passages en moyenne d'outils pour du maïs. En 2021, on n'était plus qu'à 2,5, 2,6. On a baissé à cause de la météo. Ce n'est pas que les parcelles étaient plus propres, c'est qu'on ne pouvait pas intervenir. Et en 2022, année très très sèche. Là, on est on est à plus de 3,5 en moyenne. Beaucoup d'agriculteurs qui ont réussi à faire du 4 passages.
Les parcelles qui sont suivies en mixte, on est plutôt sur du 1,5. Donc, on va dire la moitié des parcelles où il y a un seul passage, l'autre moitié où il y en a deux. Ce qui nous fait un 1,5 en moyenne à peu près. Et pour ceux qui sont en zéro herbicide, comme là, ils font forcément le passage à l'aveugle. Souvent, on réalise un passage en poste levé. Donc, on est déjà à minimum 2 passages, voire un 3e avec du binage. Donc, on est un peu plus fort. Alors, rapidement, les résultats, on les présente souvent sous forme de boîte à moustaches. L'idée étant de montrer un peu aussi la diversité des situations rencontrées. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous voyez ma flèche quand je la bouge, ma souris. Philippe. Oui, on la voit. On la voit, merci, c'est sympa. Donc, les résultats de 2020, les résultats de 2021, et derrière, j'aurai les résultats de 2022. Donc, 2021, voilà, on était sur un printemps sec, mais derrière, la pluie est arrivée. Donc, en termes de coûts, on va déjà regarder en termes de coûts. Donc, on a notre population. J'en ai pas parlé de celle-là. On a une population chimique. Donc, la chimique, c'est soit c'est des parcelles, les agriculteurs ils nous expliquent, voilà, j'aurais fait du chimique, j'aurais fait ça, ou la parcelle d'à côté, j'ai fait que du chimique, j'ai fait cette stratégie-là. Donc, en moyenne, on était à 86 € par hectare. Une stratégie, c'est 1, 2, voire plus rarement 3 interventions chimiques. Et souvent, c'est une et parfois 2. Donc, à 86 € d'hectare, c'est le coût en 2020 de cette population. Et on regarde dans nos populations d'accompagnement des herbages mécaniques, donc ceux qui étaient en mixte, on était à 107 € en moyenne. Donc là, il y a forcément eu au moins un mécanique et au moins un chimique dans cette population. Vous avez donc les moyennes en bas, vous avez la barre, c'est la médiane, hein, la barre orange, et après, c'est les quantiles 90. La population objective zéro herbicide, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus étalé, avec des situations finalement où on va décrocher assez vite en chimique, faire qu'un seul mécanique. Donc on va rester sur quelque chose de comparable à du chimique ou du mixte. Et des situations où on va faire 2, 3 passages mécaniques et malgré tout, ce n'est pas suffisamment propre. On en est malheureusement obligé de faire un chimique. Donc là, vous allez être sur 3 ou 4 interventions de désherbage. Donc vous augmentez les coûts un peu. Donc c'est une population très étalée. Et la population bio, où là, cette année-là, en 2020, on était à 124 €. Tout ça, donc là, je remets, moi, c'est les chiffres sur lesquels on communique souvent, c'est qu'une stratégie mixte, pour moi, il y a 2 choses à retenir. C'est que dès qu'on met du mécanique, les populations sont plus étalées. Les situations sont très différentes d'une parcelle à l'autre, d'un agriculteur à l'autre, entre celui qui va réussir à faire que du mécanique, celui qui va faire qu'un seul mécanique, celui qui va en faire 2, etc. Donc des situations beaucoup plus diversifiées que dans une population chimique. Et le deuxième élément, là en 2020, on était sur 21 € de plus entre la population mixte et la population chimique. Donc 20 €, juste pour dire, on va le revoir tous les ans, on a toujours entre 20 et 30 € de plus à l'hectare. On est toujours plus cher dans nos suivis population mixtes que chimiques. Donc ça, on insiste un peu, on ne veut pas mentir aux agriculteurs en leur faisant croire que le mécanique va leur permettre de faire des économies. On a par contre toujours des situations, si on regarde situation par situation, des situations où les stratégies chimiques, cette parcelle-là, par exemple, elle a coûté plus cher que la stratégie mixte ici. Il y a comme des situations où c'est vrai, le mixte va coûter moins cher que le chimique, mais en moyenne, on est sur quelque chose qui coûte 20 à 30 € de plus à l'hectare. Et ce qu'on dit aussi par rapport au coût, c'est que finalement, c'est quoi ces 20 ou 30 € à l'hectare ? Alors, c'est plus cher, effectivement, mais c'est aussi à mettre en balance avec le coût d'un hectare de maïs. Donc, en conventionnel, entre la préparation, le travail du sol, la fertilisation, les épondages, souvent lisier ou fumier, la semence, la récolte, et notamment en ensilage, finalement, l'ensemble des charges sur un maïs, c'est grosso modo 1 000 €. Un maïs, ça va coûter 1 000 €. Donc là, on va augmenter d'une vingtaine d'euros
sur le paquet, on va dire, de coûts de 1 000 €. Donc peut-être qu'il y a des autres postes d'économie possibles dans le paquet des 1 000 € à chercher pour compenser cette augmentation réelle d'une vingtaine d'euros sur le désherbage. Ça, c'est un de nos messages. Oui, c'est plus cher, mais peut-être on peut compenser cette augmentation en cherchant sur d'autres postes que le désherbage. Donc, une vingtaine d'euros en 2021, 31 en 2020. Plus cher là en 2021, on était à 31 €. Et si j'avance comme ça, cette année, on était à moins cher, on était à 16 €. Donc, ce qui nous fait une moyenne de 23 € là, sur les 3 dernières campagnes de plus à l'hectare. Alors, on se permet de parler en moyenne parce qu'on a quand même finalement pas mal de parcelles. Je rappelle, on est 244 parcelles, 331, 492. Ça commence à faire des jeux de données. On aimerait bien que ça soit encore des plus gros jeux de données, mais ça commence déjà à faire pas mal de données. En termes d'IFT, parce que c'est un indicateur qu'on regarde les uns les autres régulièrement. Donc là, je reprends ma population chimique, ma population mixte, et vous avez la population, là, c'est les 0 herbis, il est parti, c'est les 0 herbinants, donc c'est uniquement les parcelles où l'objectif était de faire du 100% mécanique qui ont eu un rattrapage chimique. Donc, on voit en enseignement, on a systématiquement une baisse quand même des IFT entre nos stratégies mécaniques et notamment mixtes par rapport à la chimique en moyenne. Voilà, on est à moins 20%, moins 13%, moins 21% cette année. Donc, ça fait moins 18 sur 3 ans. Donc, on a toujours une baisse des IFT. Après, comme pour les coûts, on a quelques situations où le mixte, finalement, on peut avoir des IFT qui sont équivalents ou même plus forts que des situations chimiques. Voilà. Mais en moyenne, on arrive à une baisse, on va dire, je l'ai dit, sur 3 ans, voilà, 18, on va dire, grosso modo, 20% d'IFT en moins. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Les résultats 2022, année très sec, donc, les 16 €, les 21 d'IFT en moins. Donc l'évolution chaque année. Ici, vous avez donc les coûts moyens et les IFT moyens à l'hectare. Quelques petites animations que je passe vite. Voilà. Donc globalement, sur les résultats depuis 3 ans, on regarde plusieurs choses, mais alors, petite alerte quand même, c'est effectivement, ce ne sont que des moyennes, c'est-à-dire que les données qu'on a, même si elles sont nombreuses des mécas, c'est des suivis de parcelles. Par exemple, sur certaines exploitations, c'est une parcelle de 5 hectares. Ce n'est pas les 40 ou les 60 hectares que l'agriculteur a à gérer en maïs. Donc, ce qu'il est capable de faire sur 5 hectares, ça serait peut-être plus compliqué de le généraliser sur des surfaces plus importantes, notamment au regard du temps de travail. Bon, c'est une petite alerte quand même. Voilà, c'est les résultats par parcelle. Donc, ce qui nous suivit, ça nous permet, entre autres, on n'en a pas parlé jusque-là, mais c'est de suivre un peu les coûts, notamment les coûts de prestation des outils, les coûts de passage de désherbage mécanique. Donc, vous avez la houe rotative, on est en 2022 en moyenne dans nos suivis à 27 € de l'hectare, 26 les 2 années précédentes, la RC-tri 25, 27, 27, la rotoétrie 35, 33, 32, et la bineuse, on est plutôt sur du 43 €, 41, 43 les années précédentes sur nos réseaux. Donc là, c'est tarif moyen CUMA, ETA et agriculteur en ramenant pour l'agriculteur un tarif moyen coût de chauffeur et coût de tracteur pour qu'on soit à chaque fois sur des tarifs prestations complètes, tracteur, chauffeur, outils. Ce qu'on voit aussi dans nos suivis, on récupère les informations concernant la mise en œuvre des leviers agronomiques. Je crois que j'ai un graphique, donc je vais en parler juste après. Et on voit des grosses différences sur l'application des leviers entre ceux qui ont des stratégies objectif zéro herbie ou ceux qui sont seulement, entre guillemets, sur du mixte. On a 2 autres points. Donc on parlait de l'impact sur les coûts. IFT, ça, on en a parlé juste avant. Donc on retrouve
nos coûts autour de 20-30 euros, là, de 16 à 31 euros en moins. Nos IFT, nos baisses de moins 21, moins 13, moins 20, donc on va dire de moins 20%. Et sur les QSA, qui est un indicateur qu'on regarde avec assez de... Enfin, on y fait très attention dans nos suivis, c'est que la quasi-totalité des suivis sont réalisés dans le cadre des actions bassin versant, hein, comme le présentait Philippe, en lien avec le bassin versant, et donc en problématique, un enjeu qualité de l'eau très fort. Et c'est vrai que autant l'IFT permet de caractériser une réduction de la dose, autant le QSA montre vraiment la quantité de matière qu'on applique à l'hectare. Et finalement, moins on met de grammes de molécules sur une parcelle à l'hectare, moins on a de probabilité de le retrouver dans l'eau. C'est un gros raccourci, ça dépend du type de molécule et tout ça, mais voilà, on part du principe que moins on en met, moins on en retrouvera. Donc on regarde quand même cette quantité. Et en fait, ce qu'on observe, c'est quand on fait du désherbage mécanique, notamment en mixte, même si on utilise du chimique derrière, le chimique qu'on va utiliser, ça sera quasi exclusivement, même 100%, des molécules de post-levée et qui sont à plus faible grammage que toutes les molécules qui posent des soucis de prélever. Donc, même si en termes d'IFT, on réduit finalement de 20% les IFT, ce qui est déjà pas mal, en termes de matière active utilisée par rapport à des parcelles qui sont conduites que en chimique, là, on est quasiment sur du 50% de réduction de quantité de matière active appliquée. Donc, à la fois par la réduction de dose, permise par la réduction de dose, mais aussi par le changement de type de molécule utilisée. Quand on se reconcentre sur des molécules de post-levée, on a une forte réduction des quantités de matière active appliquées. Donc là, je faisais le calcul, je crois que c'est en 2022. En moyenne, sur les surfaces qu'on a suivies en mixte, ça fait une économie de 388 grammes de matière active, 58%. L'autre aspect qu'on regarde, enfin on en regarde d'autres, mais un des principaux, c'est la réussite d'un objectif zéro herbicide. Je disais au départ, et puis Philippe l'a redit, notre objectif, c'est d'accompagner l'agriculteur selon ses souhaits, ses envies. Donc, tous n'ont pas comme objectif de faire du zéro herbicide au départ. Il y en a une partie qui sont en mixte, mais on en a quand même qui veulent réussir cet objectif pour différentes raisons, soit parce que déjà ils ont envie, soit parce qu'ils sont engagés dans des contrats zéro herbicide ou dans des contrats MAE ou autres qui leur demandent une forte réduction. Donc les réductions 100% zéro herbicide, on regarde le nombre de parcelles finalement chaque année qui réussissent à atteindre cet objectif de zéro herbicide. Donc cette année, sur les 39 qu'on a suivis, il y en a 20, donc c'est 51%, ont réussi à faire du 100% mécanique en 2022. En 2021, c'était également la moitié qui avait réussi à faire du 100% mécanique. Et alors en 2021, là, on avait un plus fort taux de réussite, on était sur du 70% qui avait réussi à faire du 100% mécanique. Alors 2020, le 70%. Pour rappel, donc c'était une année où on a eu d'abord du sec, donc on a pu faire des super passages en désherbage mécanique, et après on a eu de l'eau, et même parfois beaucoup d'eau, qui de toute façon nous faisait que même les passages chimiques n'étaient quasiment pas envisageables. Donc, dans beaucoup de situations, finalement, on a maintenu les parcelles en 100% mécanique puisqu'on ne pouvait pas réintervenir. Ce qui n'a pas forcément dégradé, si tous les leviers étaient mis en place avant, pas forcément dégradé l'efficacité. Sinon, on tourne depuis 2 ans plutôt autour d'une parcelle sur 2 qui réussit vraiment le zéro herbicide. Là, j'en ai déjà un peu parlé, mais je pense qu'il est important, c'est la réduction de ce fameux QSA. Vous voyez donc les populations chimiques qui font que du chimique en 2020, 2021, 2022. J'anticipe peut-être une question. Vous voyez qu'entre 2020, 2021 et 2022, on a une augmentation des QSA dans nos populations qui font que du chimique. Focus. Voilà. Et donc là, une des hypothèses, mais ce n'est pas encore tout à fait acté, c'est qu'on a une évolution des molécules qui sont utilisées. Alors, fort heureusement, on a beaucoup moins de S-métolachlore appliqué globalement dans ces populations même chimiques.
Par contre, on va avoir peut-être un peu plus de terbutylazine, un peu plus de DMTAP, qui feront que finalement, on constate cette évolution de QSA, plutôt à la hausse d'année en année. Alors, ça va peut-être se stabiliser ou redescendre, mais c'est plus un choix c'est pas une évolution du nombre d'interventions chimiques, c'est plus une évolution du panel de molécules, du type de molécules utilisées. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque année, on arrive à diminuer comme fortement, quasiment de moitié, la quantité de matière active utilisée quand on fait du mixte ou du zéro herbicide, mais qu'on est obligé de faire du chimique derrière quand même, en rattrapage. Et ce qui est intéressant aussi à noter, je trouve, c'est que même l'agriculteur qui souhaite partir en zéro herbicide, qui malheureusement est obligé de faire un rattrapage, il le fait, mais finalement, il le fait à peu près au même niveau que quelqu'un qui était parti en mixte dès le départ. On n'a pas un effet de rattrapage qu'on aurait pu craindre en se disant j'arrive tard, je vais être obligé d'augmenter énormément les quantités de produits. Finalement, on reste sur des quantités similaires au mixte, et 2 fois moins importantes qu'en chimique. Bon, je vais passer vite, on en a déjà parlé, les IFT. C'est une autre façon de présenter les résultats. Donc là, c'est sur moins de parcelles. C'est pour chaque, par exemple, pour ces 18 parcelles-là, on a la stratégie que l'agriculteur avait prévu de faire en chimique et la stratégie qu'on a réussi à mettre en place en mécanique. Donc vous avez un petit tableau pour les coûts, c'était en 2020 ça, et un petit tableau pour les IFT. En rouge, c'est la moyenne. Donc, vous voyez, on retrouve en moyenne des coûts supérieurs quand on fait du mécanique par rapport à quand on fait du chimique. En moyenne, des IFT inférieurs. Avec à noter pour les IFT, voilà, on a quand même quelques situations, enfin on a plusieurs situations où finalement, quand on ait fait du mécanique, on a conservé les mêmes IFT. Donc derrière, c'est peut-être l'enjeu justement sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le conseil chimique qui pourrait intervenir après le désherbage mécanique, peut-être à retravailler pour s'assurer qu'on a bien une baisse des IFT quand on a d'abord fait du mécanique. Mais en moyenne, on est bien sur une baisse des IFT. Bon, c'est le même exercice pour 2022 avec des parcelles différentes forcément. Voilà. Et là, en 2022, on a 2 situations où les coûts étaient inférieurs en mixte qu'en chimique. Mais en moyenne, on est bien au-dessus. Voilà, donc là, j'ai développé pas mal la partie chimique. Un autre plan qu'on arrive à développer avec les données qu'on arrive à travailler, c'est la mise en place des leviers préalables favorables au désherbage mécanique. Donc, puisque vous le savez, on insiste beaucoup sur ces leviers préalables, à savoir, si possible, avoir un précédent prairie, si possible, plutôt labourer, faire des faux semis, avoir un état de surface le plus plat possible, sans résidus, semer au mois de novembre, semer plus dense, semer plus profond, à 5 cm, et semer dans des parcelles avec un faible risque adventice. Donc vous avez, chaque couleur, c'est nos populations. Vous avez nos populations en violet, c'est les mixtes. Donc vous voyez que finalement, dans les populations mixtes, les agriculteurs qui veulent faire du désherbage mécanique, mais qui savent qu'ils vont faire du chimique, ils mettent très bien en place, depuis 2 ans, ce n'était pas le cas les premières années, la profondeur de semis. On est à plus de environ 70% des situations où la profondeur de semis est respectée, 5 cm. Une densité de semis, à plus de la moitié qui augmente leur densité de semis et qui respecte ce critère-là. Un état de surface qui est plutôt bien mis en œuvre. Par contre, les gros freins qui ne sont pas encore mis en œuvre par cette population de parcelles, c'est la date de semis, où là, on n'a même pas 10% des situations où on est sur des semis tardifs, comme on le préconisait. On est systématique quasiment tout le temps sur des semis précoces. Et le précédent, où on est très rarement dans des situations après prairie. Et ce qui est intéressant à noter, c'est de voir que finalement, selon les populations, c'est assez logique, mais plus vous allez vers le bio, plus les agriculteurs bio savent bien qu'il faut absolument mettre en place ces leviers. Donc là, en bio, travail du sol, quasiment tout le monde laboure. Date de semis, ils sont beaucoup plus nombreux à faire des semis tardifs, ils sont beaucoup plus nombreux à faire des faux semis, et ils sont beaucoup plus nombreux à semer des maïs derrière les prairies. Et on retrouve pour nos agriculteurs conventionnels, vous avez le bleu et le petit bleu
je vais avoir un trou, mais voilà, cette couleur-là. Vous avez en bleu, donc c'est les zéro herbicides non. Donc ça, c'est ceux qui voulaient faire du zéro herbicide, mais qui ont été obligés de faire un chimique. Bah, vous voyez, par rapport à ceux qui ont réussi à faire du 100% méca, ils ont moins mis en place de faux semis, ils ont des états de surface qui étaient moins bons au départ, peut-être des sols plus soufflés, des résidus en surface. Ils ont des dates de semis qui étaient moins bien, qui étaient probablement trop précoces, et ils sont moins souvent dans des situations favorables après prairie. Donc finalement, on suppose qu'on peut expliquer en partie le fait d'avoir l'échec du zéro herbicide par cette moins bonne mise en œuvre des leviers agronomiques. Donc, ça nous donne pour les années à venir des messages forts à apporter. Juste, David, une petite question par rapport aux résultats économiques. Est-ce que vous prenez des données sur l'impact du changement de pratique sur le temps de travail? Très peu, non. Aujourd'hui, ça fait partie des points qui seraient à travailler. Non, alors pourquoi? Parce que dans l'immense majorité des cas, notamment pour les mix, finalement, c'est dans le cadre de prestations. Ils le font avec CUMA ou ETA. Et donc, ça n'a pas d'impact, si on veut, sur leur temps de travail. C'est de la délégation de ce temps. Après, on a des résultats ailleurs. Effectivement, on va forcément augmenter le temps de travail, faire du mécanique, ça c'est clair. Et je vois Jean-Luc, tu veux peut-être préciser quelque chose, puisque tu lèves la main. Pour dire qu'il n'y a effectivement pas de données recueillies par rapport à l'ensemble du changement de pratique sur le temps de travail dans le cadre de DESMECA, comme tu le dis. Par contre, on a des essais systèmes de Kerguenec qui permettent de l'évaluer. Donc à Kerguenec, on a notamment un dispositif qui compare un système maïs-blé en conventionnel, un système qu'on a qualifié d'agroécologique où on allonge la rotation avec des protéagineux ou d'autres cultures, et un système bio. Et on voit finalement que globalement, le temps de travail, chose qui était on imaginait que le temps de travail serait dégradé en bio, en lien direct avec la gestion des adventices. Mais même si c'est une priorité en bio, comme tu l'as dit, David, hein, il y a d'autres postes d'économie, notamment sur tout ce qui est engrais minéral, gestion des insectes, gestion des maladies. Il y a un certain nombre de postes sur lesquels on fait des économies en termes de passage et donc de temps de travail, qui fait que, en définitive, on est sur des temps équivalents. Donc, ça, on l'a fait, on le suit depuis plus de 10 ans. Et c'est un constat quand même en moyenne sur les 10 ans. Ouais. Pour bien être clair, on est en temps équivalent entre une conduite conventionnelle et une conduite bio. Oui, totalement. C'est bien ça. Voilà. Ouais, par contre, entre une conduite conventionnelle 100% chimique et une conduite d'un maïs en mixte, là, on a une augmentation sur ce maïs-là du temps de travail, quoi. Forcément, un petit peu. J'ai vu qu'il y avait 2 autres questions, mais je propose peut-être qu'on y revienne après la présentation de David. J'arrive au bout. J'en ai plein d'autres, des graphiques, mais je n'avais pas envie de vous noyer non plus de trop. Et l'idée, c'est justement qu'on puisse échanger. Et puis les graphiques qui nous servent à donner des arguments et notamment que vous les connaissiez et puis on les présente aux agriculteurs aussi pour essayer de faire évoluer les pratiques. Donc l'impact, je disais l'importance de ces, on pressent une importance de ces leviers depuis plusieurs années et puis ça a l'air de se confirmer. Donc on a essayé de le quantifier avec nos données des mécas. Donc là, vous retrouvez notre petite présentation avec nos boîtes à moustaches. Alors les moyennes sont précisées en bas et puis vous avez les médianes en orange et l'étendue des populations. Donc là, je vous présente trois situations. C'est essayer de quantifier l'impact de la mise en œuvre de quelques-uns de ces leviers. Donc là, c'est l'impact des faux semis, c'est-à-dire que sur l'année 2020, l'année 2021, l'année 2022, on a regardé les QSA, donc les quantités de matière active utilisées. Pour les situations où on a utilisé du chimique. Et on a comparé les parcelles qui avaient eu des faux semis ou déclaré des faux semis et des parcelles qui n'ont pas déclaré de faux semis. Donc, sur 2020 et 2021,
on voit en moyenne, vous voyez, déjà, première chose, finalement, entre faux semis, on n'a pas, enfin, les populations, elles se chevauchent quand même beaucoup. On n'a rien de très statistiquement différent, qu'on ait fait ou pas de faux semis. On avait en 2020 et 2021 plutôt une tendance à la baisse, c'est-à-dire que quand vous faisiez des faux semis, on voyait en moyenne moins 15, moins 20% de quantité de produits. Bon, alors cette année, c'est complètement l'inverse. Là, on est à 67%. Ce qu'on émet comme hypothèse, c'est que ce terme de faux semis, il est tellement large qu'on ne sait pas précisément ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'un faux semis, c'est juste un coup de déchômage à 20 cm ou est-ce que c'est vraiment la préparation juste sur 5 cm avec des passages de vibro, de rouleau, 2-3 fois avant le semis? Je pense qu'on a à travailler sur une plus haute précision, une plus haute définition de ce qu'on entend par faux semis. Et donc finalement, on a peut-être un peu tout pour l'instant dans nos données, ce qui fait que voilà, ce levier n'apparaît pas comme prioritaire sur ces 3 années-là à travailler pour réduire les QSA, avec toutes les pincettes que je viens de dire avant là, sur la définition de ce qu'on appelle un faux semis dans nos suivis. Alors, par contre, on en a 2 autres sont plus clairs. Le labour, ça c'est des choses on sait forcément, comme on entend souvent, le labour c'est le premier désherbage. Des fois, ça m'embête de le dire parce que j'accompagne aussi des groupes conventionnels, voire même bio, vers la réduction du labour. Mais le labour permet comme de diminuer la présence d'adventices et donc le recours au phyto derrière. Et on voit aussi bien en 2020, en 2021 qu'en 2022, particulièrement en 2022, une augmentation des QSA. En moyenne, on était à 26% de plus, 33% de plus, 80% de plus de QSA dans les parcelles en non-labour par rapport aux parcelles en labour. Et là, on commence à avoir des populations qui se différencient quand même nettement. Et le dernier pour cette présentation, levier étudié, c'est l'impact du précédent. Donc là, c'est pareil, on le sait, c'est derrière une prairie, forcément, c'est plus propre. Donc on le sait, on le répète depuis des années, mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'on a autant de données finalement qui permettent de le mettre un peu entre guillemets scientifiquement et d'apporter des arguments supplémentaires aux agriculteurs qui en douteraient. Voilà, quand vous êtes après prairie, en 2020, les parcelles qui étaient après prairie, on était à 55% de moins de QSA. Alors, un peu moins en 2021, je vais y revenir, et on retrouve quasiment 40% de moins de produits sur 2022 dans les parcelles de maïs qui suivent une prairie par rapport aux parcelles qui suivent des cultures annuelles. Donc là, on confirme l'importance des leviers labour, des leviers prairie, et on reste à peaufiner, à travailler les autres leviers. Petite parenthèse, donc sur l'année 2021, ce que je disais, c'est on était en 2021, c'était l'année dernière, très humide. Donc là, l'hypothèse, c'est de se dire que finalement, on a eu tellement d'eau toute la saison que l'effet bénéfique de la prairie a été un peu masqué par ces quantités d'eau qui ont peut-être finalement fait lever des adventices tout le temps dans la saison. Là. Et au final, on a été obligé d'intervenir quand même. Alors quand même 15% de moins, mais on a quand même dû augmenter un petit peu les doses ces années-là, 2021. Bon, c'est qu'une hypothèse. Malgré tout, on reste quand même sur 15% de réduction. Il y avait 2 questions. La première posée par Nathalie. Le suivi d'ESMECA sur céréales représente combien de parcelles sur l'ensemble du réseau? Idem pour les cultures de légumes. Ouais. Donc sur les 400, on est sur cette année, on avait une 50aine de parcelles suivies en céréales. Alors, légumes, je n'ai pas le chiffre précisément. On est sur une vingtaine, je pense. Ouais, voilà. Je n'ai pas le chiffre précis en tête, là, mais sur légumes, on a conduit pas mal d'essais, notamment sur tout ce qui est poids de conserve. On teste aussi du matériel innovant, parce que voilà, faire du désherbage mécanique passe aussi par le matériel. Donc, on teste aussi différentes machines. Régulièrement, on participe à toutes les portes ouvertes et les journées techniques pour sensibiliser sur le désherbage mécanique. Voilà, on intervient principalement sur haricots, petits pois, pommes de terre. Et puis, autrement, on suit, mais là, il faudrait que je retrouve aussi le nombre d'exploitations et de parcelles, mais
On a un suivi individuel assez approfondi, notamment sur les producteurs qui sont en bio, pour justement repérer leurs pratiques et collecter aussi un petit peu leurs règles de décision. Voilà un petit peu ce que l'on engage sur le légume. Et puis, effectivement, ben, comme les COP accompagnent fortement les agriculteurs sur tout ce qui est légumes industrie, voilà, on essaie aussi de se rapprocher d'eux pour ben voilà, voir comment on peut travailler ensemble. On réfléchit aussi à des formations techniques, hein. Donc, voilà où on en est en tout cas sur tout ce qui est légumes. Ça, c'est légumes industrie. Hein, Légumes industrie. et après, il y a à côté de ça, on n'en a pas parlé, on ne l'intègre pas forcément dans le réseau, c'est le légumes frais, plein champ. Enfin, légumes frais, où là, depuis des années, de toute façon, le désherbage mécanique se pratique, hein, sur les choux, sur les artichauts, entre autres. Il y avait une autre question. Si le désherbage mécanique plus cher et plus chronophage que le chimique, quel argument utilise-t-on pour motiver les agris hésitants ou réticents, hein? Quelles sont habituellement les motivations des agris qui participent là? Vaste question. Il y a plusieurs, en fait, ça dépend beaucoup des agriculteurs. Moi, le premier argument, c'est envie de mettre moins de phyto. Alors, soit parce qu'il y a des tiers à côté, soit parce que lui-même n'a pas envie, n'aime pas mettre de phyto. Il y en a de moins en moins qui apprécient d'en mettre. Donc, c'est un souhait de réduction des phytos, tout en sachant que ça va prendre un peu plus de temps, que ça va coûter plus cher. Voilà, donc ça, c'est... Par contre, c'est effectivement, si l'agriculteur, son objectif, c'est absolument aujourd'hui de passer le moins de temps possible et que ça lui coûte le moins cher possible, moi, je ne peux pas lui dire que le désherbage mécanique, ce sera la solution. C'est clair que si il n'a que cet objectif-là chimique, enfin, que cet objectif temps de travail et coût, la stratégie adaptée, c'est dans l'état actuel, c'est le chimique. Donc à nous, je ne sais pas comment, c'est peut-être à l'avenir, dans les perspectives, réussir à faire en sorte que le mécanique redevienne plus intéressant entre guillemets, financièrement pour réussir à toucher cette frange de la population qui n'est peut-être pas la majorité non plus, quoi. On a quand même beaucoup qui sont de plus en plus qui sont emmenés vers le mécanique parce que justement, ils ont envie de réduire les phytos. Alors, il y a ça, et puis en même temps, ce que l'on constate, c'est que malgré tout, il y a des agriculteurs qui veulent essayer, qui veulent aussi acquérir un petit peu la maîtrise de cette technique. Donc, après, effectivement, enfin, voilà, c'est déjà un point d'entrée. Ouais. Et il y a d'autres arguments quand même, d'autres éléments de motivation. Alors moi, je travaille surtout sur l'Est, hein, donc, notamment l'Argonon, la Haute-Rance, un peu la baie de la Fresnay. Sur ce secteur-là, on a beaucoup d'ETA. Et finalement, quand tu as une ETA qui est très motivée, qui a cette prestation-là dans le catalogue et qui a une bonne relation avec l'agriculteur, ça peut aussi motiver, convaincre des agriculteurs d'y aller. Donc ça, c'est le lien avec les ETA, moi, je trouve, qui est très, très important, en tout cas sur le territoire sur lequel je travaille le plus. On voit que c'est des forces qui arrivent à faire lever certains changements, réticence au changement, en tout cas. L'autre levier qu'on peut avoir dans les populations, dans les parcelles que je suis, c'est des fois des agriculteurs qui viennent au désherbage mécanique, pas pour désherber, hein, c'est soit pour aérer le sol et relancer la minéralisation, des bénéfices agronomiques. Donc on pense souvent, ça c'est plutôt le binage. Ils vont faire un binage surtout pour rebooster le maïs. Et pas forcément pour désherber. Et on a aussi, dans des parcelles en pente très battantes ou limoneuses, de plus en plus d'agriculteurs qui font appel à des passages de houx, de rotos ou de herse pour effacer toutes les traces de roue qui ont été laissées au semis pour être moins sensibles à l'érosion. Et ça, cette année, on n'a pas eu beaucoup d'orages sur notre secteur, mais il y a plusieurs agriculteurs, je pense au moins une dizaine, là, comme ça, je n'ai pas fait le recensement en tête, là, mais il y en a une dizaine qui ont fait le passage en sachant qu'on était dans le sec complet, que l'efficacité des herbages allait être moyenne, mais ils l'ont fait quand même dans l'objectif principalement d'effacer les traces de roue laissées au semis pour limiter les risques d'érosion. Donc c'est d'autres choses qui les ont emmenés au désherbage mécanique. Et après, pour finir, voilà, je répète, mais la majorité, c'est quand même la volonté de réduire. La volonté de réduire pour différentes raisons, mais la volonté de réduire les phytos.
sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez les poser sur le chat, on y reviendra, il n'y a pas de souci. On en arrive au terme, aux conclusions et perspectives. Non, je te laisse la main, Philippe. Ouais, merci David, juste pour conclure, effectivement, on a quand même des résultats qui montrent bien un effet positif sur la baisse des herbicides maïs, notamment sur les prélevés, et c'était bien ça l'objectif. Des possibilités de baisse variable selon les années. Effectivement, rappelez, là, cette année, en 2022, on a eu une année particulièrement sèche. Et rappelez-vous, en 2021, on avait plutôt une année froide et humide. Et ben voilà, les conditions météo agissent aussi à ce niveau-là. On insiste beaucoup sur l'impact des leviers agronomiques, labour, faux semis précédents. On essaie de rencontrer l'agriculteur le plus en amont possible du semis pour justement agir sur les leviers agronomiques. Le désherbage mécanique se réussit en amont du semis. On insiste beaucoup sur ces messages-là. Et aussi, effectivement, ça a été évoqué, une prise de risque et des coûts plus élevés pour l'agriculteur. Malgré tout, on constate effectivement une dynamique forte. On a pu le voir dans les précédentes diapositives, mais on a accompagné de plus en plus le nombre de parcelles que l'on suit est en augmentation. Il y a un souhait de nombreux agriculteurs de réduction des phytos, un parc matériel de plus en plus développé, une communication très efficace. Enfin, voilà, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés, qui sont diffusés. Et puis, ce qui aide aussi pour développer le désherbage mécanique, ce sont les appuis techniques et financiers, notamment au travers des syndicats de bassins versants, des périmètres de protection de captage. Il existe aussi des territoires où des PSE ont été identifiés sur le désherbage mécanique et c'est véritablement aidant. Donc, et c'est ça, voilà, qui ont des éléments techniques et financiers qui contribuent à dynamiser un petit peu la technique. Et aussi qui nécessitent d'être poursuivis. Il faut du temps pour se réapproprier les repères et les leviers agronomiques. Donc, les perspectives à la Chambre, effectivement, c'est de poursuivre la dynamique engagée. Voilà, là, on a pu faire un zoom sur les 3 années précédentes. L'idée, c'est d'aller encore plus loin sur l'ensemble des cultures. On a parlé maïs, céréales, légumes. Voilà, on est aussi sur le colza. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir répondre à l'ensemble des agriculteurs bretons. Et c'est effectivement de pouvoir intervenir auprès de l'ensemble des acteurs du territoire, bien sûr les agriculteurs, bien sûr les chauffeurs CUMA-ETA, mais aussi les centres de formation et les COP et les négoces. On pense effectivement aujourd'hui, par la formation des technico-commerciaux, voilà, on a des sollicitations des structures. Voilà, on sent qu'ils s'intéressent aussi au désherbage mécanique et c'est important de pouvoir les accompagner. Et puis aussi d'intervenir auprès des concessionnaires de machines, notamment au moment de la mise en place des machines. Ce qui nous paraît aussi très important de rappeler, on l'a dit tout à l'heure, voilà, on se situe dans une posture d'accompagnant. Bien sûr, on développe la technique du désherbage mécanique, mais on travaille aussi avec de l'humain et avec les agriculteurs. Et c'est aussi important d'identifier et de pouvoir accompagner l'agriculteur pour lever les freins au changement. Et on travaille aussi avec un agriculteur qui reste maître de ses décisions et avec un accompagnement qui réponde à ses objectifs. Qu'est-ce qu'il a envie de réussir cette année? Voilà. Et l'année suivante, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment on peut aller encore plus loin? Nos perspectives, c'est aussi d'amplifier nos accompagnements sur la mise en œuvre des leviers agronomiques préalables. Voilà, je l'ai dit, mais une volonté d'accompagner les techniciens des COP et négoces sur le terrain et tout au long de la campagne. Donc, ils viennent vers nous, ils nous sollicitent pour des accompagnements. Donc, voilà, on leur propose des formations. Autre piste qui est aussi très importante, c'est de déployer le désherbage mécanique, notamment suite au plan d'action identifié dans le cadre du Conseil stratégique phytosanitaire.
tous les agriculteurs devront réaliser 2 conseils stratégiques phytosanitaires dans les 5 ans qui suivent leur renouvellement certificato. Et on va chercher forcément à pouvoir questionner l'agriculteur, forcément sur ses pratiques et sur la mise en œuvre du désherbage mécanique. Donc, c'est une porte d'entrée supplémentaire que l'on va voir sur les exploitations pour aussi assurer la promotion du désherbage mécanique et d'accompagner l'agriculteur dans l'acquisition de cette pratique. Et puis en même temps, effectivement, c'est d'accompagner aussi les agriculteurs dans tout ce qui est évolution, changement de système, hein, notamment au travers des MAE. Voilà, et puis quelques pistes, quelques réflexions en cours sur les freins au désherbage mécanique. Alors, on a parlé du matériel, mais aujourd'hui, il existe quand même un dispositif qui est le PCEA avec des montants de prise en charge. On réussit à localiser le matériel disponible et le communiquer aux agriculteurs qui ont besoin. C'est aussi un des freins, c'est la maîtrise technique des opérateurs. Hein, donc, effectivement, aujourd'hui, on cherche à développer le désherbage mécanique en lien avec les bassins versants, les captages, les groupes, et on cherche à développer sur la Bretagne. Et enfin, voilà, il y a eu la question tout à l'heure des surcoûts et on l'a bien identifié. Hein. Voilà, il y a des territoires où il y a des prises en charge de passage d'outils, d'autres où il n'y en a pas. Donc voilà, ça peut être aidant d'en avoir. Et puis peut-être ce qui est à prendre en compte, c'est de pouvoir à l'avenir simplifier cette gestion administrative concernant cette prise en charge des coûts de passage d'outils CUMA-ETA. C'est jamais simple. Voilà, et se poser la question s'il n'y a pas d'autres types de financement possibles. Voilà, sur certains territoires, il y a des PSE. Voilà, donc voilà, il en existe peut-être d'autres. Donc, ce sont des pistes de réflexion à méditer.